Salut à tous les athlètes, c'est Julien BBR. On est sur le podcast Next Physique avec la partie 2 du podcast sur le bodybuilding, le culturiste, ma compétition. Et ici, on est sur une partie explicative sur en quoi consiste ma compétition. Donc là, on est beaucoup plus sur le côté compétition, mais aussi le parallèle avec moi, mais sur les compétitions de manière générale pour que vous en sachiez un petit peu plus. Donc on est plus dans le côté compète, parce que culturisme ne veut pas forcément dire compétition, comme on l'a expliqué dans le premier épisode avec Manu. Et donc ici, on se retrouve pour un bel épisode d'échange et beaucoup plus de débat. C'est vraiment plus sympa ce deuxième épisode, qui est la partie préférée pour moi du podcast, où on est dans le technique. Bon, alors vous me connaissez, je préfère toujours le technique, mais et c'est très enrichissant derrière ce que peut nous apporter Ablapause, qu'on remercie pour cet épisode. Donc sans plus attendre, on va démarrer ce nouvel épisode. Mais avant tout ça, si vous ne le savez pas encore, il y a un podcast premium que vous pouvez rejoindre dès maintenant, le Next Physique version premium. Et ici, c'est une partie du podcast qui est privée, mais qui vous permet en fait d'accéder à des épisodes exclusifs tous les mois avec de gros avantages. Vous avez un groupe privé des athlètes de Next Physique. Où ici on a fait un groupe de discussion, on peut voter pour l'épisode du mois suivant, mais aussi discuter et échanger sur différents sujets, demander l'avis des autres, mais de manière générale, en fait tout simplement, là ici j'ai enregistré un épisode pour le premier mois de septembre, et vous avez encore la promo pendant quelques jours là jusqu'au 20 septembre pour accéder à cette partie premium, beaucoup moins cher que le prix de base. Donc j'ai fait un prix de lancement tout simplement pour vous. Et si vous voulez y accéder, c'est maintenant. L'épisode de ce mois-ci, c'est l'explication de mon programme, en quoi il consiste, mais aussi des documents à télécharger de votre côté pour que vous puissiez faire le vôtre. Donc je vous ai fait une partie de podcast sur mon programme que j'ai jamais montré nulle part, et à côté sur comment dupliquer et reprendre le travail en me faisant bien sûr des modifications de votre côté, parce que si vous faites la même chose que moi, vous allez aller dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait un épisode spécial sur mes explications, pourquoi je fais ça, mais comment aussi de votre côté et qu'est-ce que vous pourriez reprendre pour optimiser vos résultats. Sans plus attendre, on est parti pour cette deuxième partie avec Manu. Let's go. Maintenant, plus sur le côté préparation, est-ce que tu as encore un petit peu de temps parce que ça fait un moment qu'on parle? Oui, j'ai réservé ma soirée pour toi. Ça marche, c'est cool. Donc effectivement, une compétition, ça implique quand même une certaine préparation. Donc qu'importe la catégorie, qu'on soit chez moi ou ailleurs, il va y avoir une grande préparation, et évidemment la pierre angulaire, ça reste le physique, tout simplement, de base, qui on est et qui on amène sur scène. C'est effectivement un physique qui est déjà défini, qui correspond à la catégorie en question, et c'est ce qui fait que du coup, comme tu l'expliquais, on a des catégories qui sont différentes aujourd'hui, et qui parfois sont créées en fonction des standards, comme on parlait par exemple du wellness avec le bas du corps, plus dans le type brésilien. Et du coup, voilà, des choses qui vont être différenciées déjà par un physique de base, un package à amener. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui n'arrive pas au moment de la compétition. C'est pas, j'ai envie de faire classique physique, j'ai envie de faire bodybuilding, mais c'est ma première année. C'est parti. À moins que vous soyez génétiquement incroyable dès le départ, ça demandera un petit peu de préparation, cette partie-là sur le physique de départ, souvent des années. Oui, en général, c'est choisi bien avant. Il y a un game plan, comme j'aime l'appeler, un plan d'attaque. En général, on y pense, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, qu'on le dise ou pas, comme toi. Plusieurs mois, plusieurs années à l'avance, déjà, on le pense, on le visionne, on s'imagine sur scène, et après, on sélectionne la catégorie selon notre physique, selon nos envies, selon nos passions, selon notre sensibilité artistique, selon ce qu'on a envie d'exprimer. Et après, on fait notre choix. On fait notre choix. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a différentes catégories pour différentes personnes, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et pour les femmes aussi, c'est intéressant, hein. On parle pas souvent dans les podcasts bodybuilding des femmes. Je trouve que c'est bien aussi, parce qu'elles peuvent s'exprimer, alors posées à l'ancienne, posées à l'ancienne, que si elles veulent, en catégorie plus figure, tout ça et tout, quoique on n'a pas encore la catégorie classique pour les femmes, mais elles peuvent aussi avoir ce côté un peu plus modeling musclé avec la catégorie bikini. Ouais. Donc pour moi, c'est intéressant, ça permet à la population passionnée, musculation, ligne, entraînement, nutrition, excellence des lignes, de s'exprimer selon ses envies. Ouais. Tu penses que cette catégorie physique chez les femmes va revenir? Moi, je pense honnêtement, je vois énormément de TikTok en ce moment de femmes qui essayent de poser de type classique. C'est sûr et certain, parce qu'il y a tellement. Moi, je te dis, là, je vais lancer ma chaîne YouTube bientôt.
Ouais. Et ça fait depuis des années que j'écris toute ma liste de vidéos. Et dans une des vidéos que je vais faire, je spoil, je vais faire qu'est-ce qui se passe en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Ouais. Suisse, qu'est-ce qui se passe en Inde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en Corée. Alors, ça veut dire quoi cette question, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'actuellement, je me balade sur Instagram, je vois des profils allemands, j'en vois beaucoup, je vois des profils suisses, je vois des profils coréens. Je crois que tu pars en Corée d'ailleurs. Ouais, en Corée du Sud, et il y a un mec en WNBF qui est extrêmement chaud, je vais peut-être le rencontrer. On en reparlera. Ah, il faudrait que tu fasses un vlog de ça, hein. Ah, c'est sûr, il y en aura plusieurs. Genre, avec plaisir. Et qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays? Il y a quelque chose, je t'en parle, ça me donne des frissons, parce que là, on parle de la passion, des choses qui émergent. Ouais. Il se passe des choses, il y a des femmes qui ont des physiques incroyables, mais qui n'ont pas envie de se mettre en talons en mode modeling. Ouais, Elles ont ouais. envie de poser à l'ancienne, façon comme la femme de Jean-Claude Van Damme, Gladys Portugues, comme Bev Francis, comme Rachel McLeish, comme tout ça, comme tous ces grands noms de la culture physique féminine. Et elles veulent voilà, faire ces doubles biceps, elles veulent, voilà, et elles sont amenées par ce posing, cette mouvance, elles adorent ça. Et j'en vois de plus en plus. Donc je suis sûr et certain, tu as raison. Je pense que dans moins de 5 ans, on aura les classiques physiques féminins à Olympia. Je sais pas si t'as vu le TikTok un peu à la mode. Alors, bah, ça fait un petit peu un bon mois, mais en début de l'été, on a eu une petite TikTok à faire avec son copain. Et donc, c'était à faire en duo avec un homme, une femme, et c'est des poses classiques. Et tu présentes trois poses alignées avec une ombre entre le copain et la femme. C'est Sophie, par exemple, que tu as cité, Sophie Dier, moi, qui a fait j'adore. ces poses-là avec son copain. C'était génial. Mais ouais, clairement, je pense que ça viendra. Donc effectivement, bah, y a, oui, le niveau, le package, la base qui est nécessaire pour une compétition. Et ensuite, on a le travail de préparation qui va venir en jeu. Donc, c'est les mois de préparation, l'avant-compétition, où on va devoir sécher, on va présenter un physique sec, selon la compétition plus ou moins sec. Sur du bikini, on cherche à pas être très sec, donc pas se retrouver avec un physique trop défini, pas trop de veines, etc. Pas de comparaison à l'anorexie. Voilà, on devrait être vraiment sur quelque chose de beau et de présentable, par exemple Maillot Magazine. Et voilà, en fait, ça va se différencier là-dessus aussi sur la compétition. Donc, dans tous les cas, il y a ce temps de préparation avec une sèche à appliquer, qui va être plus ou moins longue selon le côté obscur ou light, on va dire. Alors, on peut faire une sèche plus rapide sur le côté clair de la force, mais c'est quelque chose qui va coûter beaucoup de muscles en fait, surtout. C'est ça. C'est que quand on est pas enhanced, quand on n'est pas du côté obscur, le maintien musculaire est difficile. Ça demande beaucoup plus de détails sur l'organisation, l'optimisation. Et vraiment, je m'en suis rendu compte, je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette préparation en 9 mois et pas l'avoir fait en 3-4 mois comme beaucoup le font. Parce que clairement aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir autant de calories à l'arrivée. Et ça me permet d'éviter de faire comme beaucoup, de descendre très vite et du coup de se retrouver très bas en calories. J'ai un confort face à l'alimentation qui est génial. Je suis à 4 semaines et j'ai quand même encore des journées à 2800-2900. Donc j'ai pas faim du tout. Par contre, effectivement, il y a un niveau de fatigue qui se cumule, mais c'est encore pire quand on se retrouve sur un du court terme parce qu'on fait des coupes caloriques conséquentes, donc le niveau d'énergie va être difficile. Et du coup, c'est vrai que c'est un avantage aussi d'avoir ce métier que j'ai aujourd'hui, qui m'a permis de prendre le temps et de tout organiser en conséquence. Mais dans tous les cas, rapide ou pas rapide, une préparation, ça demande vraiment de l'organisation. Ça, c'est un gros point, c'est d'être organisé, d'avoir du temps devant soi, d'avoir du temps au moment des compétitions pour pouvoir se déplacer, tout ça, être présent sur place, mais aussi tout simplement dans sa préparation, parce que comme Manu le présente, il y a le posing à travailler, et ça prend du temps. Et ça prend une temps, c'est une application. Pour toi, c'est quoi la base d'application de posing Alors vraiment, vraiment, si on est perfectionniste, qu'on veut faire les choses vraiment top-notch, même si on a toujours pareil, hein, le facteur talent qui rentre en jeu, si on veut faire vraiment les choses bien, avant de savoir de poser, de s'intéresser à tout ça, il faut être un fabuleux observateur de la discipline. Mhm. C'est la première chose qu'on doit faire. Et je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ta compétition, tu ne la prépares pas depuis 9 mois ou je ne sais pas combien de mois. Ta compétition, tu la prépares depuis le premier jour que tu as touché un invité. Oui, c'est vrai. Dans ce sens.
Exactement. Parce que C'est oui, tout c'est ce ce que je disais sur le passé. point d'avant. Il y a deux phases. Il y a vraiment la préparation finale, le show, la prépa show et la préparation générale où Parce on se que ça, définit. c'est important de le dire, hein. On ne monte pas sur scène comme ça du jour au lendemain. Ça se joue parfois, souvent, hein, toujours, on ne peut pas dire toujours. C'est un physique, ça se construit en années et c'est de longue haleine pour atteindre les lignes culturisme sur scène. Ça se joue, après, c'est selon les profils, hein, mais parfois, ça s'approche d'une décennie, voire plus, hein. Moi, je suis quasiment à la décennie. Hein. Bien sûr, c'est exactement ça. Et ça se voit avec ton physique. Donc, ton physique, ta compétition, tu la prépares déjà depuis très, très, très longtemps. Et du coup, je te dis ça pourquoi? On parlait de quoi? Ouais, pour préparer une compétition, je dirais que le strict minimum syndical au niveau posing, je parle pour ma partie, c'est 3 mois minimum, minimum. Si on inclut une chorégraphie, euh, on devient très, très juste au niveau délai. Euh, pour ceux qui ont une sensibilité déjà posing, si on s'y prend 5, 6 mois à l'avance, 7 mois à l'avance, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent faire les choses en grand, qui veulent vraiment euh, devenir poseur exceptionnel, ben c'est toujours pareil, hein. Un poseur exceptionnel, ça se compte en années. Un artiste de niveau exceptionnel, ça se compte en années. On a une première ébauche, on a un premier jet, et ensuite on affine le trait, et on devient un artiste avec un grand A également dans son posing. Donc ça peut aller de 3 mois pour celui qui veut déjà faire quelque chose de sympathique, dégrossir et déjà très très bien se démarquer, à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans pour celui qui va aller encore plus loin. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est oui, tu peux peindre, mais si tu veux devenir un maître, bah, tu peux peindre de l'abstrait en 3 heures, si tu veux, ou tu peux peindre du Michelangelo, et ça va te prendre peut-être 15 ans. Ouais, ouais. Excellent. Bonne comparaison. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis pris un petit peu à l'avance quand même. Effectivement, j'ai commencé avec toi en janvier. Et ouais, du coup, on est sur 6-9 mois de travail de pause. Et honnêtement, c'était vraiment nécessaire. Hein. Tu as eu des bons Clairement, hein. avant-après, hein? Tu te rappelles des C'est avant-après, clair. Canary? C'est clair. Je pense qu'on pourra les mettre plus tard que l'épisode, parce qu'il va être publié cet épisode début septembre, effectivement, donc on sera pas encore sur la révélation. Mais après, c'est clair que je pense qu'il y a un avant-après sympa à faire sur le posing. Parce que clairement, en fait, je me suis trop tourné vers Manu parce que j'ai un balai dans le cul, quoi. Vraiment, en termes de présentation, j'ai du mal à me mouvoir, tout ça. Je suis vraiment quelqu'un de très carré, stature de travail, tout ça. C'est quelque chose qui vient aussi de l'éducation et de mon ancien travail, la finance, tu vois, où tu es posé, tu as une stature qui est là et tu es pas avachi, etc. Mais du coup, ça m'a appris à devenir un vrai robot dans ma façon de me tenir ou quoi. Et du coup, c'est vrai que pour se bouger, j'ai jamais fait de danse, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui je pense, aide beaucoup. C'est très intéressant ce que tu dis et je le vois avec mes athlètes, les gens que je gère qui veulent faire cette discipline, qui veulent pratiquer le posing en lifestyle, parce qu'ils prennent ça aussi comme une façon d'améliorer la posture, de s'ouvrir, d'exprimer mieux leurs mouvements avec leur corps, voilà, d'avoir du plaisir encore plus à se regarder dans le miroir, à prendre Ouais, leurs ouais, photos, ouais. à documenter leur progression, parce que prendre une photo, c'est pas seulement se la péter, c'est aussi C'est clair. documenter sa progression, faire les check-in, envoyer à son coach, tout ça et tout. C'est toujours plus intéressant, et toi tu vas me le confirmer, quand on maîtrise la pose, on voit mieux les contractions musculaires, donc Oui, ça peut être c'est plus vrai. intéressant pour toi ensuite pour travailler, pour ajuster les entraînements et la nutrition, parce que tu vas te rendre compte de choses que tu vas peut-être moins te rendre compte si la personne ne pose pas. Donc moi je pense que c'est très intéressant pour la partie aussi ouverture, développement, je ne sais pas si on peut dire ça, personnel, Ouais, expression personnelle, s'ouvrir, se tenir bien, oui. respirer, s'exprimer artistiquement. Pour moi, c'est une discipline artistique et elle peut être exprimée, elle peut être pratiquée en lifestyle, en pratique de tous les jours, mais aussi en compétition. Et c'est ça qui est beau. Ouais, clairement. Et puis, bon, bah après, c'est aussi une question de niveau. Donc là, ici, pour le compétiteur, tu vois, c'est vrai que c'est important. Mais bon, après, quand je coach quelqu'un qui fait une remise en forme, des choses comme ça, j'arrive à le voir sans forcément qu'il connaisse le posing ou. Parce que je corrige ses exécutions, donc son corps, je le connais.
via les vidéos, etc. là-dessus, tu vois. Et c'est vraiment, c'est un œil que j'ai là-dessus, tu vois. Sur le corps humain, tout ça, j'ai beaucoup plus une cible. Par contre, effectivement, sur le posing, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi. En tout cas, Mais tu as eu un avant-après, tu fais partie de mes élèves qui ont eu les plus gros avant-après. Et quel résultat? Moi, je te dis, quand tu m'envoies les photos récemment, je pense que tu mettras quelques petites diapos dans le podcast. Au niveau physique, on est arrivé pour un naturel, au niveau présentation, à quelque chose de puissant, de défini, de détaillé. Et c'est difficile d'avoir les détails au ouais. niveau des cuisses, au niveau de l'arrière-cuisse, comme tu les as au naturel. Donc, moi, franchement, respect. Et au niveau présentation, non, franchement, tu as eu vraiment, ça a été night and day, comme on dit en anglais. Ouais, bah écoute, merci, ça fait plaisir. Et c'est vrai que d'ailleurs, je rebondis par rapport à un truc que tu venais juste de dire avant. C'était ce côté réseaux sociaux, présentation, photos, etc. Et c'est vrai que c'est souvent un truc que je vois auprès de mes élèves ou même des gens sur Insta qui se comparent à des photos de personnes qui savent poser et qui se disent ah mais c'est pas possible, elle ou il a un physique incroyable et moi non. Et des fois, je leur dis mais tu sais quoi, non, pas tant que ça, Complètement, complètement, pas tant que ça. complètement. Ouais. Je suis le premier à le dire parce que moi, je me définis comme le roi de l'arnaque. Et surtout, et surtout, enfin, le roi de l'arnaque, attention, hein, pas avec mes élèves jamais, Oui, mais le oui, roi ça de repose. l'arnaque Ouais. dans la façon de se. Pour moi, entre guillemets, le bodybuilding is an illusion. Le culturisme, c'est une illusion. Tu parais bien, mais tu peux paraître encore bien si tu maîtrises ce qu'on appelle l'art du posing. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre l'art du posing. C'est-à-dire que j'ai un physique qui est ultra banal, mais j'arrive à me mettre Mhm. en valeur de manière vraiment, je ne me jette pas des fleurs, mais c'est intéressant. Et ça me permet aussi, je maîtrise l'art du posing, de faire des belles photos, de documenter ma progression. Et quand parfois, ben, il y a des physiques qui sont beaucoup plus secs, beaucoup plus massifs, beaucoup plus intéressants que moi, beaucoup plus complets, et c'est des vrais champions, euh, et ben, ils paraissent moins bien que moi sur certaines poses, ou que certains athlètes que je gère, parce qu'ils ne savent pas le présenter. Mhm. Et c'est vrai que quand j'ai créé Ablapose, j'avais beaucoup cette volonté-là. Je me disais, mais attends, moi, depuis que j'ai commencé, on me disait toujours, ouais, tu as un talent pour le posing, tu sais, ça serait bien que tu l'enseignes. Et moi, je me suis dit, mais attends, ça serait génial si moi, j'arrive avec mon petit physique de gringalet, exprimer quelque chose d'intéressant au niveau posing et influencer les gros gabarits, les vrais champions, les vrais physiques qui gâchent leur bodybuilding sur scène ou pas sur scène à cause de leur présentation, eh ben pour moi, c'est pari gagné. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste encore et encore, j'exagère pour le posing, parce que je me dis, si j'arrive à, à augmenter ce pourcentage dans la pratique bodybuilding, eh ben pour moi, c'est tout gagné, parce qu'un gros physique, quand il s'est posé, ça devient extraordinaire. Et c'est vrai que c'est dommage, comme tu dis, il y a certains profils qui sont fantastiques. Moi, je vois des jeunes et des moins jeunes sur Instagram qui ont des physiques de fou, mais comme ils ne savent pas le présenter, eh ben, de suite, ils sont frustrés, ils se disent, ah, putain, je ne parais pas bien, je ne comprends pas et tout. Parce que de un, ils ne savent pas prendre la lumière, et de deux, ils n'ont pas la technique de posing. Et Ouais, si une ouais. technique, ça s'apprend. Et après, une fois que tu as la technique, il y a aussi la partie interprétation, la partie artistique qui rentre en jeu. Et ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'est fou ce qu'on peut moduler un physique et le présenter sous un différent angle et voir une différence incroyable. Moi, je l'ai vu avec quelques. Ouais, tu Ouais, disais. dernier exemple, et après, je te laisse parler. Frank Zane, il a gagné Olympia à 88 kilos à peu près, contre des mecs qui faisaient plus de 100 kilos. Donc, ça veut tout dire. Putain, tu sais Le quoi, je physique, savais même pas le poids qu'il faisait, je suis choqué là. Je voilà, m'attendais pas à ce 88 qu'il fasse kilos 88. il était entre 88 et 93 sur ces trois titres. Ouais. Et il concourait contre des mecs de Et ça fait une 90. différence énorme, hein, 93 déjà. Alors, le physique, oui, mais la présentation, oui, oui, oui. C'est fou, hein, c'est fou. Mais c'est clair que c'est pour ça justement qu'il y a des catégories de poids. C'est parce que justement, bah, le poids effectivement fait une grande différence. Mais comme quoi, pas que. Ouais, après, c'était. La taille ne fait pas tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, ok, ça marche. Donc effectivement, cette partie très importante dans une préparation et dans le show, hein, surtout sur certaines catégories. Donc effectivement, sur le classique, ça va être très important. Il y a des KT où c'est extrêmement important. Je pense au bikini aussi. Hein. Bikini sans avoir une bonne présentation, c'est mort. Hein. On a le côté esthétique aussi, donc savoir gérer son esthétisme aussi, évidemment. Hein, être quand même joli sur scène, sur certaines catégories, c'est majeur. Men's physique, c'est majeur. Bikini aussi, par exemple. Au final, celle où tu peux t'en sortir avec la moins bonne présentation, c'est l'open bodybuilding, hein.
parce que c'est pas vraiment jugé. Hein. Si tu es le plus gros, C'est le plus vrai. sec, c'est C'est là où vrai. tu vas être le moins sanctionné, entre guillemets. Hein. Bon, Mais tu sais j'exagère, hein, que j'exagère, mais trop. ouais, non, mais tu sais que tu m'as appris des choses en comparaison, et du coup j'ai regardé par des anciennes années en WNBF ou quoi, ou même à niveau carte pro international, et je me disais mais attends, mais lui il aurait été encore beaucoup mieux s'il avait fait ce truc que toi tu m'as appris, tu vois. Je suis complètement frustré, moi. Pour ça, je ne veux plus voir les compétitions. On parle de compète, mais en fait je lui parle d'un truc qu'il déteste. Ah, c'est pas que je déteste, c'est que j'adore ça, mais je suis tellement frustré par certains individus et certains comportements aussi. Parce que moi, il y a un truc qui m'a déchiré le cœur. Un jour, j'étais en backstage et je vois un profil avec un physique fantastique. Hein. C'est des mecs qui se jouent, comme tu dis, plus d'une dizaine d'années de pratique et qui ont des physiques, c'est incroyable. Mais au moment de passer sur scène pour poser et faire sa chorégraphie libre, il a sorti une phrase qui, moi, m'a fendu le cœur. Bon, personne ne l'a relevé, mais moi, ça m'a fendu le cœur. Il a dit: oh non, on va devoir y passer. Mhm. Alors ça, moi, je l'ai mis dans mon introduction de l'art du posing, c'est comme ça que je débute le livre. Je me disais, est-ce que déjà on a vu Michael Schumacher dans les paddocks, en train de mettre l'essence, en train d'ajuster les roues, regarder tous les réglages techniques, se dire, oh non, je vais devoir faire des tours de circuit. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Non. Donc, c'est important de ne pas se tromper de sport. Quand on fait Ouais. du culturisme, du bodybuilding, c'est bien d'avoir un physique extraordinaire, mais ne pas oublier la présentation, la partie artistique. C'est un package complet, la plastique, le charisme, l'aura et la présentation. Tu sais qu'il y a une chose que je regrette de ne pas avoir fait avant, c'est d'avoir fait un saut à l'élastique, un saut en parachute, quelque chose comme ça. Pour avoir ce côté, je me lance et je me présente. Je suis là, c'est mon tour, et je vais présenter ce que j'ai envie de présenter devant d'autres personnes. Je pense que ça m'aurait pas mal aidé, ça. Tu vas voir, c'est un beau parallèle que tu fais, puisque là on parle de compétition, c'est un saut à l'élastique, la scène. Ouais. Ouais, moi, je le vois comme ça, hein, clairement. C'est pour ça que moi j'étais obligé de concourir quand même en naturel, si je voulais faire ce métier. Ouais. C'est parce que j'étais obligé aussi de transmettre ce relais, de dire ok, ok les gars, on va préparer tout ça, la présentation, ceci, cela. Mais n'oubliez pas que quand vous arrivez sur scène, il y a tout un état d'esprit. Mentalement, c'est quelque chose. Hein. Ouais, il y a une grande préparation mentale, ouais. Vous montez sur scène, au niveau des backstage, ça joue des regards, donc il faut rester dans sa bulle, concentré. On a cette odeur du tan qui permet de mettre en relief les muscles, ça a une odeur. On a cette ambiance, la foule derrière, on a la musique, on rentre sur scène. Alors voilà, pourquoi c'est important de poser aussi, c'est que quand tu es sur scène, tu vois quasiment plus rien, tu vois un écran noir devant toi, parce que les spots sont tellement Mm. puissants que moi je vais te dire un truc, je vais sortir, tu mettras un bip, pour monter sur scène et pas savoir poser et faire une compétition, il faut avoir une sacrée paire de couilles. Et moi, je respecte ceux qui ne savent pas poser, qui vont sur scène, parce que, parce que tu te ridiculises, en fait. Ouais. Tu as beau avoir un physique fantastique, si tu ne sais pas le présenter dans les règles de l'art, et ben de suite, ça devient ringard, ça devient risible. Et nous, on ne veut pas ça. On veut l'excellence du physique. Et pour l'excellence du physique, c'est comme si je te disais, je te passe une Ferrari et je te la présente pleine de boue avec les pneus crevés. Tu Mm, vas me dire, putain, il m'a passé une Ferrari, c'est un chef-d'œuvre et il m'a tué la présentation. ouais. C'est pareil. Alors, si je te la donne, la Ferrari, bien reluisante, avec les pneus, je mets du tire shine dessus, les pneus bien brillants, et je te la donne avec le petit nœud dessus, à la concession, là, tu vas me dire, ah oui, là, Manu, c'est pas foutu de ma gueule. Il m'a non seulement donné le matériel, mais en plus, il m'a donné la présentation. Et ben, c'est Ouais. pareil, le culturisme. C'est exactement pareil. Génial. Et oui, du coup, ça, c'est une grande partie de la préparation d'athlète pour ces compétitions-là. On a d'autres enjeux aussi que j'ai pas cités, mais qu'il faut quand même préciser, qui sont très importants sur la préparation. C'est effectivement, au-delà de l'organisation, c'est l'emploi du temps que ça demande. Donc effectivement, il faut pouvoir caser, comme tu l'expliques, ce posing, mais ça demande un temps de préparation en avance. Mais c'est pas une préparation qu'on va faire une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment beaucoup plus récurrent que ça. Personnellement, moi, je suis à base de un jour sur deux, et je trouve que c'est un bon rythme déjà, assez soutenu. Ça demande bien facilement une demi-heure, trois quarts d'heure à chaque fois. Ouais, j'abuse un peu en vrai, plus une demi-heure parce que voilà, tu sais, je mets ma musique, je me change, Demi-heure, c'est bien, c'est bien, demi-heure. derrière je me douche, j'attends que mes frites se refroidissent.
Mais tu sais que je fais ça à chaque fois pendant que ma cuisse, qu'est-ce que je raconte? Mes frites cuisent. Et en fait, je lance ma petite préparation de pommes de terre du soir. Je mets mes petites pommes de terre au four. Et bon, frites, c'est un exemple. Et des fois, je fais autre chose, tu vois. Et pendant ce temps-là, je vais poser. Mais alors, c'est bien ce que tu as dit, il faut pratiquer son posing hors entraînement, mais aussi, comme il disait Arnold, vous entraînez les pecs, pourquoi vous ne faites pas un side chest entre les séries? Ça prend 2 secondes. Ouais, ouais, Vous entraînez le dos, pourquoi vous ne faites pas un lat spread entre les séries? ouais. Le culturisme, il faut qu'il le vive de A à Z, hein, c'est-à-dire même à l'entraînement, et on en parlait avec toi, on a eu ce problème en présentation, le ressenti cerveau-muscle sur certains muscles, notamment comme le dos, ben, quand on a cette congestion à l'entraînement, qu'on fait nos tirages larges, qu'on a ce pump sur les côtés vraiment très très fort, eh ben, take advantage of that. Mhm. Tire un avantage de ça, tire un bénéfice de ça, et entraîne, voilà, tu fais un petit coup de double dorsaux entre les séries, tu te sens culturiste et ça te permet d'avoir ce mind-to-muscle connection, cette connexion cerveau-muscle pour magnifier encore ton posing. Ça te prend 2 secondes. Si tu es culturiste, ben fais-le. Ah, ça m'a appris énormément de faire ça pendant la séance, hein. Clairement, Super important. de comprendre comment gérer ta contraction volontaire sur les muscles et du coup placer sur le posing derrière. Mais du coup, c'est vrai que c'est un travail qui est présent en préparation, mais déjà en avance, et qui demande voilà, de s'entraîner plusieurs fois dans la semaine en fait. Et de pouvoir caser ça. Donc c'est pour ça que je parle d'emploi du temps, c'est parce que c'est vrai que ça fait partie de la routine. Complètement. C'est comme un mannequin. Je donne un exemple pour les filles qui sont fans de ça. Euh, un mannequin Victoria's Secret, il ne rentre pas comme ça sur le podium sans préparation, hein. Alors, c'est un peu pareil, ils ont une préparation physique, hein. C'est des filles qui s'entraînent, c'est des filles qui mangent bien, et c'est des filles Mmh. aussi qui s'entraînent à marcher, hein. Donc c'est exactement pareil, hein. C'est Ouais, un bodybuilding, à la base c'est un beauty pageant, hein. C'est un concours de beauté, donc avec oui, tout c'est ce que vrai. ça comporte, et après c'est devenu de plus en plus musculaire, de plus en plus impressionnant, selon les catégories qu'on a énoncées. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Donc, emploi du temps, il y a pouvoir caser le posing, mais tout le reste, en fait, parce qu'effectivement, il y a toujours les entraînements à placer, même dans la préparation pré-show, effectivement, il faut toujours pouvoir s'entraîner. Ça demande de s'organiser. Pour certains, il va falloir rajouter du cardio. Pour ma part, je place la marche à pied volontaire, donc pas le NEAT, la marche à pied volontaire comme du cardio, parce que ça reste une forme de cardio lente. Tu marches combien de fois là actuellement là, et combien de temps? Alors actuellement, je marche tous les matins 4 à 5 000 pas. Et ensuite, l'après-midi, je fais 7 000 pas pour aller à la salle de sport et revenir. Je me regarde quand je regarde tes stories, je regarde la routine à chaque fois, avec Ouais, le gilet et tout, c'est ouais. bien. Et Et puis pour là, je ceux suis qui nous debout. regardent, c'est important Et la voilà. routine, hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, clairement. Donc c'est vrai qu'il y a une routine là-dessus. Ça me prend quand même du temps d'aller marcher, hein, de faire ça, plus aller à la salle de sport à pied. Alors ça, c'est un truc que je ferai toujours parce que compète, pas compète, ça me permet de marcher assez tous les jours en fait. Je me dis, je vais à la salle de sport à pied, je reviens à pied, et ça me fait une activité de base qui est au moins supérieure à 6 000 pas. Avec mes entraînements, ça me permet de bouger assez, de me mouvoir en tant qu'être humain. Mais après, c'est vrai que pendant la prépa, j'implémente cette marche supplémentaire le matin. Alors là, ça fait à peu près un mois que je le fais quasiment tous les jours, c'est nécessaire. Ça me permet d'avoir assez d'activité pour manger toujours de manière confortable. Donc il faut que je puisse caler ça dans ma journée. Il faut que je puisse caler mon heure de posing, mon heure d'entraînement, le stomach vacuum, aussi une technique de respiration et d'affinage de la taille pour avoir un bon fromage, pour, pour obtenir une taille plus fine et maîtriser aussi son souffle sur scène, ça joue énormément. Et ça aussi, ça prend un petit peu de temps. C'est aussi une forme de méditation, comme le posing un peu, mais plus importante, je trouve quand même. On rentre plus avec ses pensées en fait quand on fait le stomach vacuum, où on est plus fixe, alors que sur un posing, on est plus en mouvement, donc on pense un petit peu plus à ce qu'on est en train de mettre dans les transitions, etc. Alors que lorsque je fais mon vacuum, t'es seul en fait. T'es qu'avec toi-même. Pour moi, c'est vraiment une méditation, quelque chose qui me prend, voilà, ça prend un quart d'heure, mais c'est quand même ça, placé dans une journée. Et ouais, c'est clair qu'au total de la journée, entraînement, marche, plus posing, tout ça, j'y dédie facilement un bon 4 heures. Ouais, facilement. Ouais. 4-5 heures. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, et des gens qui ne sont pas, euh, comment on dit, communs, tout ça, je ne sais pas comment dire en français, Ouais, pratique commune, on va qui dire. n'ont pas Ouais. l'habitude d'entendre tout ça, culturisme, tout ça et tout, ils se disent, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tout ça? Hmm, Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? c'est La vrai. récompense pour un vrai passionné, vous savez ce que c'est? C'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on fait, waouh, j'ai réussi à atteindre un physique sculptural
une idée que j'avais dans la tête. On a cette idée de la perfection qu'on a dans la tête. On Alors, le fait pour soi. on l'atteint jamais, mais on tend vers ça. Et on a vraiment ce wow effect. Et ben, ce moment sur scène, ce moment où vous regardez votre physique et que vous avez durement, sur lequel vous avez durement travaillé et que vous le voyez, le résultat final sur scène au plus sec, au plus volumineux, au plus artistique, avec le posing on point, vraiment aux petits oignons, avec la lumière, avec la mise en scène, et ben tout ça, toute la préparation, et tu le verras, ça passe sous le nez, ça passe à l'as en 2 secondes. Tu vas avoir en 15 minutes, bam, 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 tu sors de scène et boum, tu t'es pris une dose Hmm. d'adrénaline et tu t'es régalé. Et c'est ça, on fait ça pour ça. Alors, et même pour ceux qui ne font pas la compétition, pour le retour miroir, ce plaisir de faire de son corps une véritable œuvre d'art. À la base, c'est ça le culturisme, hein. Ouais. C'est ce plaisir qu'on a de regarder et de travailler comme le sculpteur. C'est-à-dire, le sculpteur, il a l'argile ou la pierre. Là, l'argile ou la pierre, ben, c'est son corps. Et c'est Hmm. fabuleux. C'est pour moi la plus belle discipline. Pour moi, C'est-à-dire, on ouais. est l'artiste de son propre corps. Pour moi, ce qui définit quelqu'un qui veut aller vraiment plus loin dans sa pratique, et pas forcément en compète, hein, mais qui veut vraiment aller plus loin, c'est le fait qu'il y ait toujours un facteur de motivation en plus de la discipline. C'est-à-dire que souvent, ce qui amène quelqu'un à changer physiquement, se mettre au sport, c'est la motivation, et après, ça place une discipline pour continuer à être actif. Mais quand on est à ce niveau où je suis compétiteur, où je suis quelqu'un qui, même en dehors de la compétition, fait des off-season, se prépare, parce que clairement, hein, sur les 2-3 dernières années, pour moi, c'était vraiment de la off-season, j'avais déjà l'idée de la... On précise pour la communauté non initiée ce que c'est qu'une off-season. Ah ouais, et effectivement, c'est le temps de préparation, donc c'est la construction musculaire, c'est plus une prise de masse souvent, hein, ou du main gaining, donc le fait de prendre du muscle sur un maintien. Mais voilà, c'est de la préparation où je prends de la masse musculaire pour pouvoir ensuite avoir ma préparation finale. Et même dans cette partie-là, où je suis pas en train d'être vraiment dans la prépa du show, eh ben, pour moi, il y a toujours un facteur motivation en plus de la discipline qui se met en jeu. Alors, en off-season, pour moi, c'est ce que les gens ici connaissent sur le podcast Nesthésique et qui porte tout son nom, c'est la recherche de la surcharge progressive, aller chercher des performances, mais aussi tout simplement le détail de l'optimisation des exercices qui vont au bon endroit pour améliorer mes déséquilibres musculaires et aller chercher un équilibre, parce que c'est ce qui est demandé hein, sur ces compétitions, c'est de présenter un certain équilibre. Alors, sauf sur certaines compétitions, évidemment, où on demande un physique volontairement déséquilibré, comme par exemple le bikini ou l'ONS. Mais du coup, on reste quand même sur un certain équilibre pour ma part. Et du coup, ça demande un petit peu plus de détails. Ça, c'est mon côté motivation, tu vois. C'est mon côté en off-season. Ça, j'ai ma discipline, je vais à l'entraînement, mais surtout, ce qui m'emmène à l'entraînement, c'est mon côté. Allez, on va rattraper un petit peu ce retard dorsaux, etc. Donc ça, c'était mon gros travail, tu vois, pendant ces 2 dernières années, c'était de bosser sur mon dos, pas sur les jambes, clairement. Mais ouais, du coup, ça, c'était le petit côté motivation. Et aujourd'hui, en compétition, et là, du coup, je rejoins ce que tu viens de dire, le côté motivation que j'ai, qui se rajoute à la discipline de je dois gérer ma prépa, je dois aller m'entraîner, parce qu'on va pas se mentir que ça, c'est un autre truc auquel il faut s'attendre lorsqu'on se prépare, c'est qu'on a un gros niveau de fatigue. Et ça, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais je pense qu'il y a pire que moi. Mais clairement, ce qui va être aussi en jeu, ben voilà, c'est cette routine à appliquer. Et moi, le truc qui me motive, et ce sur quoi je te rejoins du coup, c'est le physique que j'ai atteint. Et ce que je peux voir dans le miroir, ce que je peux présenter dans mon posing. Et que du coup, quand j'arrive à la salle, que je suis pumpé, je suis en pleine séance, et on va pas se mentir, on le fait pour soi-même. Et même si c'est des compétitions où on est en comparaison avec d'autres athlètes, pour moi, la compétition, elle est auprès de moi-même du début à la fin. C'est-à-dire que honnêtement, j'en ai rien à faire qu'il y ait d'autres personnes sur scène avec moi. J'y vais vraiment pour battre la meilleure personne que j'ai jamais été, même si j'ai pas eu des centaines de compétitions avant moi. Clairement, j'y vais pour présenter mon meilleur physique. Et quand je suis à la salle et que je me vois et que j'arrive à me mouvoir enfin et présenter mes muscles en conséquence, et bien là, je me dis, voilà le travail. Et je suis content. C'est très beau, c'est très beau. Et c'est clairement la motivation, c'est d'aller à la salle et de voir où j'en suis au fur et à mesure de ma préparation. Pour donner une image et relier toujours à l'artistique, c'est comme quand Michelangelo, il a vu ce bloc de marbre arriver dans son atelier et tout le monde le prenait pour un fou et il voyait déjà le David à l'intérieur. Le David, la sculpture. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire le culturiste, déjà, il a sa vision en tête, comment il veut travailler avec son physique, plus d'épaules, moins de taille, plus de dorsaux, on va travailler comme ça, on va rajouter de l'argile, de la sculpture ici, par-ci, par-là. Eh ben, c'est pareil, il a dégrossi le bloc, Michelangelo, jusqu'à arriver à cette œuvre, je crois que ça lui a pris 7 ans, un truc comme ça, pour arriver au chef-d'œuvre, le David de Michel-Ange, en fait, hein.
Et c'est pareil, c'est la même idée. C'est la même idée pour le culturisme, c'est-à-dire longue haleine, œil artistique, on tend vers un idéal. Et après, au fur et à mesure, quand on voit le Michel-Ange, le David, pardon, on fait waouh. Et ça, c'est la récompense. Comme quand Michel-Ange, il a fait waouh, il a fait ouais, j'ai bien travaillé. Ouais, franchement, c'est génial. Et c'est là que tu te dis qu'on est vraiment dans une passion, hein, clairement. Et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, ils comprendront jamais parce qu'ils n'ont pas Il faut le vivre. ils ont pas ce vécu, ouais, c'est ça. Clairement. Bon, on a fait le tour sur ce qu'implique une préparation. Je pense pas avoir oublié de point, mais voilà, c'est de l'organisation, un emploi du temps à placer en conséquence. C'est aussi un budget. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais j'en ai parlé cette semaine en story, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais en tout cas, ce sport, cette discipline, on est sur une discipline qui est déficitaire, sauf à un très haut niveau où peut-être qu'on peut rattraper. Encore, je sais pas. Aussi, je pense qu'à l'Olympia, on peut gagner de bonnes sommes. Trompe-toi, hein, Denis C'est les Walsh, sponsors surtout qu'en fait qui vont. ouais, c'est ça, La c'est les différence. sponsors qui vont faire la différence, pas forcément le prix. Parce que, pour te donner une idée, moi, quand j'ai commencé ma passion, j'ai commencé à la développer, c'était dans les années 2000. Ronnie Coleman, il gagnait aux alentours entre 120 et 150 000 euros. Aujourd'hui, on est à un demi-million d'euros. Mais c'est ridicule. Un demi-million d'euros, c'est, pour te donner un salaire de Ligue 1 par semaine d'un joueur moyen, c'est 250 000 euros en moyenne par semaine. Par semaine. Et là, on parle d'un main event Super Bowl de cette discipline. Monsieur Olympia à Las Vegas, 500 000 euros pour la compétition reine. Ouais. Donc on est très très loin. Ça reste un sport, une discipline de niche. Et comme il disait Dennis Walsh, qui faisait top 3 à Olympia, c'est quand même pas rien. Il disait vous gagnez de l'argent, ne le faites pas bodybuilder, faites avocat, faites chirurgien. Oui. Vraiment, c'est passion, c'est passion. Après, bien sûr, hein, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux sponsors, grâce à plein de choses, le top 10 mondial gagne très bien sa vie. Ouais. Mais ça reste un sport, comme tu as dit, déficitaire. C'est ça, pour beaucoup de personnes, et en tout cas en compétition naturelle, on ne fait pas du tout pour les retombées économiques. Il y a un certain budget à placer. Alors je vais être honnête sur le budget et redire ce que j'ai dit sur ma story parce que c'est quelque chose qui se garde que sur une journée sur Instagram. Bien effectivement, le plus gros du budget, c'est le coaching, qui pour moi est quasiment nécessaire. Donc, que ça soit sur le posing, mais aussi sur le côté, j'ai un coach derrière qui va suivre mon objectif. C'est-à-dire que même pour ma part, où je me connais très bien, j'ai un bon niveau de connaissance, on est sur un niveau de fatigue qui est important et la prise de décision est difficile. Donc même pour quelqu'un qui a de grosses connaissances et qui gère sa prog, je me fais coacher, hein, clairement, par Maxime. Et derrière, j'ai besoin de toi j'ai besoin de Manu pour le posing parce que c'est pas mon domaine. Donc clairement, je prends quelqu'un pour s'occuper de ça. Mais ça marche dans toutes les choses de la vie. Hein. Je prendrai toujours quelqu'un qui s'y connaît plus que moi dans un domaine pour s'en occuper. Et moi, je m'occupe de mes oignons et du coup, je suis plus rentable. Ça, c'est les principes économiques que j'ai via mes études précédentes ou quoi. C'est que je n'hésite pas à déléguer pour aller tirer plus haut sur mes propres connaissances. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est une grande partie. Hein. Ça représente un bon budget. Et en fait, on prend pas un coach au dernier moment. C'est-à-dire que sur le posing, encore, on peut y réfléchir avant la sèche, on peut s'y prendre avant, je pense, clairement, et c'est même mieux. Genre beaucoup de sèche, notamment, je pense à quelqu'un qui sèche en bikini, c'est beaucoup plus rapide que pour moi, tu vois. Donc là, ici, il va falloir se préparer avant sur le posing. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a l'autre côté coaching qui est plus long, où on a du off-season à préparer. Voilà, il y a une grande partie de construction et ça se fait pas au dernier moment, ça. Prendre un coaching pour la sèche, c'est genre, salut coach, voici le physique avec lequel tu dois te débrouiller. Tu dois me faire sécher, mais par contre, tu peux plus rien toucher d'autre. Ah, ok, donc en gros, je te fais juste une perte de poids, définition, et puis c'est tout. En gros, c'est comme si, je sais pas moi, j'arrivais... Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme si on me présentait... Pas la Ferrari, du coup, on me présentait une vieille Renault 5 et on me disait, débrouille-toi, tu dois me faire une Ferrari. Ça va être compliqué, mon gars. Et donc, effectivement, c'est un travail qui s'anticipe. Donc voilà, et après, y a d'autres budgets qui sont quand même importants. Il faut se déplacer sur place. Il faut les déplacements pour plusieurs compétitions, souvent. L'hôtel, le logement que vous allez prendre. Il y a toute la nourriture autour de la compétition qui est particulière aussi. Alors, ça, je ne le mets pas trop dans le budget parce qu'en vrai, pour moi, on doit se nourrir dans tous les cas. Compétition, pas de compétition.
Ouais. Ça va pas trop changer. Je m'attendais à faire des économies en sèche. Bah, figure-toi que non. Parce qu'en fait, au final, on place plus de petits plaisirs faibles en calories qui coûtent quand même pas mal d'argent. Ah, c'est plus cher. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que du coup, on est plus picky sur les choses qui sont dans l'alimentation de tous les jours. Genre, tu vois, je vais m'acheter une bonne viande. Je vais vraiment aller chercher des bonnes viandes, des trucs, des saveurs qui coûtent peu de calories, tu vois. Je vais aller plus acheter, bah, par exemple, là, tu vois, je voulais un rhum steak, tu vois, un truc qui comporte pas trop de lipides non plus, mais qui me permettent de caler dans une journée. Bah, ça, j'en achète beaucoup moins en prise de masse, tu vois. Parce que je mange Ouais. beaucoup plus varié. Et là, du coup, j'ai envie de saveur. Donc, je vais aller chercher des aliments plus qualitatifs. Bah, ça coûte un certain prix. Il y a ça. Qu'est-ce qui va coûter un certain budget? Bah, il faut quand même prévoir les tenues. Et ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné sur Instagram. Les tenues à prévoir. Et chez un homme, c'est beaucoup moins cher que chez une femme où il y a des perles, tout ça. Ça peut vraiment faire un gros chiffrage parce que c'est un travail d'artisan derrière. Il y a le maquillage pour une femme. Chez moi, j'aurai que le tanning, donc c'est la préparation de la peau. Tu as une partie maquillage pour le visage aussi. Ils te font juste pour, surtout toi qui est blanc de peau comme moi, Ouais, pour pas que ce soit trop différentiel avec le tan en général. Tu peux réserver hein, une partie juste voilà, fond de teint pour que ce soit un peu plus uniforme. ok. Donc ça, Alors, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je l'ai vu, que c'était proposé. dans toutes les compétitions, même moi quand je l'ai fait, c'était le package que j'avais réservé. Je sais Hmm. pas si on peut donner des prix. Ouais, si, il faut, je pense. J'avais réservé avec Instantan à La Ciotat pour l'Apollon et Vénus de France. Et en fait, j'avais payé 75 euros et dans le package de 75 euros avec Instantan, j'avais la pré-couche la veille. Donc, on vous met nu dans une cabine et on Ouais, vous passe un aérospray, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, j'ai pareil, c'est une centaine d'euros, mais que le tan. Voilà, donc on te passe la première couche qui te rend déjà bien noir. Après le lendemain, on te repasse une couche, genre 2 heures, 1 heure avant la compétition, et là tu deviens extra noir. Et après, on te passe un petit glazer, c'est pour faire briller que les muscles ronds, pour avoir un bel effet sur scène. Hmm. Et on te fait aussi une petite retouche maquillage sur le visage. Alors, ça reste de la scène, hein. Comme les chanteurs d'opéra, quand ils vont sur scène, ils exagèrent un peu les sourcils, ça et tout, sinon on voit rien. Les projecteurs sont tellement forts qu'il faut une certaine partie mise en scène aussi de visage, juste pour que ce soit uniforme avec le bronzage du corps, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'était le package. Et du coup, ouais, donc, ouais, j'ai vu ça, que c'était proposé, mais j'avais pas réfléchi que chez les hommes aussi, ça peut être nécessaire. Tu vas Euh, avec ta copine à la compétition? ouais. Elle peut te faire petite retouche Ouais, juste ouais. pour le visage. J'ai une esthéticienne avec moi en plus, une personne habituée par les soins du corps, donc je pense qu'elle y a peut-être déjà réfléchi en plus. Donc c'est elle qui s'occupe de la préparation de ma peau juste avant l'éthane, tout ça. Elle le sait alors, elle le sait. Et du coup, ouais, il y a ça, il faut prévoir les inscriptions, parce qu'en fait à chaque fois, selon le nombre de fédés que vous allez faire, bah, il faut s'affilier à la fédération. Ensuite, il faut payer la compétition en question. Donc ça, c'est autre chose que la fédération. Donc il faut s'inscrire à la compétition, plusieurs compétitions en l'occurrence pour moi, et prévoir d'autres budgets comme photos, vidéos. Si vous voulez garder des images, des traces, bah forcément, on paye quelqu'un pour ça. Voilà, je pense pas avoir oublié de points majeurs sur tout ça, mais c'est vrai que ça Et peut... bon, abonnement à la salle, on va pas le compter parce que si quelqu'un qui Oui, s'entraîne, c'est toute l'année. Hein. c'est ça. Non, écoute, je vois que ça, les soins de la peau un petit peu, donc oui, il y a tout ce qui est épilation, tout ça aussi à prévoir, évidemment. Alors, épilation, oui, non, ça dépend. On en avait parlé avec toi selon les sensibilités de peau. Si on tond, si on rase très très près, voilà, si on a 1 millimètre de repousse loin sur scène avec le tan, ça se verra pas. Mais Hmm. Oui, épilation, mais il faut quand même c'est pas pour tout le monde. préparer et Ouais, pas ouais, arriver ouais. très poilu, quoi. Non, 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 parce que justement, on veut un relief musculaire et pour que le corps il prenne bien la lumière, il n'y a Ouais, rien de mieux que d'avoir une peau lisse. C'est comme ça fait partie de ouais. l'esthétisme qu'on recherche sur scène. Moi, dans la vie de tous les jours, on voit pas trop que je suis poilu, mais parce que je suis blond. Mais c'est vrai que je pense que quand je suis très bronzé, en tout cas d'expérience par les années où j'ai pu faire bronzette, on voit les poils à ce moment-là, parce que du coup, on les Ouais, il faut voit que tu l'enlèves, il faut briller. que tu l'enlèves. Mm, mm, mm. Ok, bah écoute, je pense qu'on a rien oublié, c'était une présentation très complète. C'est sûr, le podcast sera en deux parties où on différenciera sans doute le côté historique et le côté
qu'est-ce qu'implique du coup la compétition. Merci beaucoup pour tes apports sur ce podcast qui était franchement excellent. J'ai adoré discuter de tout ça avec toi. C'était extrêmement complet. Ça amène beaucoup d'autres réflexions aussi annexes de passionnés où on va plus loin, comme plusieurs fois où on a pu divaguer. Mais franchement, c'était super. Avec grand plaisir, c'est un honneur et un privilège. J'ai un grand respect pour les jeunes comme toi qui font un excellent travail comme tu le fais, qui promeut une belle image de notre discipline dans tous ces niveaux, que ce soit amateur ou un peu plus dans une approche un peu plus compétition professionnelle. Et c'est très beau. Et puis comme tu dis, tu es un professionnel de la santé et on veut look good, on veut être bien, on veut paraître bien, mais surtout n'oubliez pas, la santé, c'est le plus grand trésor qu'on peut avoir dans une vie. Donc, ne la négligez pas. Et si vous ne vous y connaissez pas, ben, faites appel à des professionnels comme Julien qui vous aideront à apprendre tout simplement. Et ensuite, vous volerez de vos propres ailes. Yes. Et puis, à l'inverse, du coup, si vous voulez travailler avec un professionnel du posing, Manu a fait un excellent travail avec moi. Vous le découvrirez un petit peu après ce podcast parce que vous allez l'écouter avant ma compétition. Et comme je l'ai dit, je cache tout ce côté-là. C'est vrai que du coup, les gens ont complètement zappé côté posing. J'avais des questions là-dessus, tu vois, il y a des mois, en janvier, tout ça. Et aujourd'hui, maintenant que j'en parle plus du tout, il y a plus personne qui me parle de ce côté-là. Tout le monde me parle de est-ce que t'as faim, est-ce que t'es fatigué, et puis personne me parle du posing tellement j'ai fait disparaître ce côté-là. T'as bien fait. On va voir le côté waouh. Ouais, c'est ça. J'aime trop le côté surprise. Et du coup, vous découvrirez ça un petit peu après. Du coup, je te remercie à mon retour parce que vraiment, t'as fait un gros travail. Je partais vraiment de loin en mode Playmobil et en avant les histoires. Bien écoute, on peut te retrouver sur que Instagram pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, j'ai pas encore mon site internet, donc sur Instagram, mon nouveau compte, après la perte du premier, malheureusement. Oui. Alors, j'ai pas été banni, hein, c'est juste que j'ai perdu, c'est une histoire, j'ai perdu mon compte, tout simplement, histoire parce que j'avais fait l'authentification à 2 facteurs, j'ai perdu Ah, mon deuxième code, on m'a volé mon téléphone, donc j'ai perdu mon compte automatiquement. ok. Donc j'ai recréé une page septembre dernier. On peut me retrouver sur Hablapause World. J'ai juste rajouté World à la fin. Donc si vous voyez 2 Hablapause, Hablapose quand vous tapez sur Instagram, le Hablapause World, c'est le nouveau et l'actuel. D'accord, ça marche. Et après, plus tard, tu te lanceras sur YouTube. Oui, c'est un de mes futurs projets. J'en ai beaucoup. J'en ai 5-6 là que j'avais noté. Ok. Et aussi, ça me donne envie quand je vois ce que tu fais, les vlogs et tout. Je trouve ça génial. Et puis, il faut s'exprimer un peu dans la passion Ouais. et partager. Je trouve que c'est bien. C'est cool. On Ouais. a des outils à l'heure actuelle. C'est pour ça que je suis sur le podcast. Hein. C'est clairement le fait que Instagram, pour moi, ne laisse pas assez d'ouverture d'expression. Ouais. En tout cas, d'expression orale, écrite, tout ça, on est trop limité sur cette plateforme. C'est très rapide. C'est Tu peux ça. faire une vidéo rapide sur une story, une publication rapide en photo. Mais c'est vrai que YouTube, pour moi, c'est le niveau au-dessus, hein. C'est un peu plus de pression, je trouve. Ouais, Et c'est vrai. c'est aussi beaucoup plus de travail. Et, mais ça permet aussi de développer des sujets fascinants, comme par exemple ici le culturisme, parce qu'il y en a à dire, hein. Il y en a à dire. Oui, je pense honnêtement. Puis c'est bien, tu vas rentrer dans la bonne saison pour ça, avec les compètes qui arrivent là. Ouais. Après, il y a toujours, je pense, un public qui, plus ou moins, quel que soit le moment de l'année, Ouais. jette un coup d'œil parce que c'est quand même de plus en plus, comme tu disais, une discipline qui grandit dernièrement. Mhm. Ouais. Ok, mais écoute, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour ce long épisode, mais qui était très enrichissant. J'espère qu'on pourra te retrouver pour un prochain épisode si t'es chaud. C'était vraiment super. Grand plaisir. Je me suis régalé. Bah, écoute, merci Manu. Je te souhaite une bonne soirée. Et À puis je toi vous souhaite aussi, une bonne journée pour les auditeurs. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses,
On a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si t'écoutes ce podcast, c'est sans doute que t'es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.